Bon, je refais un petit disclaimer, parce qu'entre-temps, j'ai eu des commentaires des gens qui n'avaient pas l'air d'avoir compris pourquoi je faisais une vidéo sur le nucléaire. Il ne s'agit pas du tout de comparer le nombre de morts, la dangerosité, les risques de radioactivité. C'est pas ça le sujet, c'est vraiment le sujet, c'est l'énergie. C'est le rapport du nucléaire à l'énergie, le rapport de l'énergie au nucléaire, les comparatifs, pourquoi il y a ces arguments qui sont sortis. Voilà, je ne vais pas vous refaire toute la géopolitique, c'est pas le but de la vidéo. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, je ne vais même pas vous expliquer comment fonctionne le nucléaire. Si vous pouvez aller voir des vidéos avant, ça peut être pas mal. Mais sinon, si vous y connaissez rien, du moment que vous savez ce que c'est qu'un kilowattheure, que vous voyez à peu près ce que c'est le nucléaire, ça devrait aller. Donc vraiment, je voudrais pas me retrouver à ce que les gens ils continuent à mettre des trucs genre oui, mais c'est plus sûr qu'un avion, ou alors ça fait moins de morts que l'éolien. Je suis pas sûr, mais j'en sais rien en fait. Voilà. Donc c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je voudrais vraiment m'orienter vers ce qui moi me chagrine quand j'entends parler de nucléaire. Voilà. Ok. Au niveau énergétique. Vraiment au niveau énergétique. Après, je pense que ça peut être valorisant d'avoir ces informations-là. Et moi, personnellement, je me demande pourquoi ils ont besoin de faire des subterfuges comme ça et de mentir sur les arguments si l'énergie nucléaire est si bien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Éviter la poudre aux yeux. C'est tout. Le solaire est pas parfait. Vous savez dans mes vidéos, en fait, hein, quand je vous parle de CO2, d'impact carbone, je vous ai pas dit l'autonomie c'est la meilleure chose qui soit. C'est pas vrai. Donc j'essaie de rester objectif. Donc c'est pas la peine de me dire hein, t'es anti-nucléaire. J'en sais rien. J'aimerais bien qu'il n'y en ait pas. Voilà. Après, chacun son avis là-dessus. Ça, c'est le mien, mon avance technique. Bonne vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ces fameux chiffres? Eh ben, on peut dire que 1 gramme de combustible là-haut, vous savez, les 62,5 grammes, 1 gramme de combustible est capable de produire 556 kWh de chaleur. Donc ça, c'est vérifié par les calculs. 1 gramme d'uranium naturel, donc l'uranium naturel qu'on a pris dans l'Yellowcake, va produire 92 kWh de chaleur. 1 gramme d'U235 extrait du sol, donc vraiment uniquement le 235 qu'on a extrait du minerai, on va pouvoir produire 12 870 kWh de chaleur. Les chimistes qui vont me dire ah c'est pas vrai, on produit 24 000. Oui, si on arrive à produire toute la chaleur avec l'U235. Là c'est la réalité. Avec les 1 gramme qu'on a sorti de terre, au final on a produit ça. Voilà. 1 gramme de minerai d'uranium, donc ce qu'on prend dans la mine, tout confondu, entre 0,1 et 0,3% de concentration d'uranium naturel dans ce minerai. Donc 1 gramme de minerai va produire entre 0,02 et 0,05 kWh de chaleur. Chaleur, toujours. Je n'ai pas dit électricité. J'ai fait abstraction des 33%, puisqu'en fait, pour comparer les combustibles, il faut comparer la chaleur. Et après, on a la centrale. Je pourrais utiliser l'électricité aussi, on aurait la même proportion, mais c'est histoire de bien comprendre qu'on parle de combustible. Alors, on entend parler des fois que le combustible uranium produit 76 millions, 76 millions de kilowattheures, alors que le pétrole, c'est 46. Alors ça doit être... j'ai pas vu l'unité. Mais enfin bon, on voit le rapport disproportionné entre l'uranium et le pétrole, le charbon et tout, sur ce genre d'illustration. On va voir ça. Alors, 1 gramme de charbon produit 0,0067 kWh de chaleur. 1 gramme de pétrole produit 0,0126 kWh de chaleur. Donc ça, c'est la chaleur potentielle qu'on a dans ces deux combustibles, et non pas la chaleur qu'on extrait. C'est comme pour le combustible uranium. Ce qu'on nous apprend, c'est que 1 gramme de 135 produit 22 kWh. Alors déjà, on n'est pas aux 76 millions tout à l'heure. Je ne sais pas où ils ont été les chercher. Peut-être en mettant des tonnes et en rajoutant des valeurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont comparé. C'est un peu hallucinant. Donc on voit que on a tendance à comparer ça, 1 gramme de combustible à 1 gramme de pétrole. Okay, donc là, on a effectivement un écart
un écart conséquent de l'ordre de 10 000. Donc là, quand on dit qu'il y a 10 000 fois plus d'énergie dans 1 gramme de combustible nucléaire que dans 1 gramme de charbon, c'est globalement vrai. C'est pas tout à fait vrai, c'est un peu moins, mais c'est globalement vrai, mais c'est pas comparable, du coup. Parce qu'on compare le combustible final. Mais c'est pas normal. On devrait comparer avec le minerai, puisqu'en fait le charbon c'est un minerai. Le pétrole c'est extrait du sol. On ne l'a pas retravaillé. Donc sous condition de retravail et de concentration de l'énergie, on peut arriver à un combustible qui a plus d'énergie que le charbon. Tandis que là, on n'est pas si éloigné que ça. Vous voyez que on est, alors entre le pétrole et le plus bas minerai, on est quasi kiff-kiff. On pourrait se retrouver, on est à, allez, on va dire x2. Mais effectivement, avec le charbon, on est encore x10, x20. Enfin, c'est pas non plus des coefficients de 10 000 ou d'un million. Ce qu'on fait avec le minerai d'uranium, c'est le concentré. En fait, à partir du moment où on fait un concentré, tous les concentrés peuvent être meilleurs. Vous savez, si vous le concentrez à la valeur militaire pour faire une bombe, bah, vous le concentrez encore plus fort et vous pouvez dire, ouais, bah, vous voyez, c'est hyper énergétique. Oui, évidemment. Évidemment, on l'a concentré. Mais pour le concentrer, on a perdu énormément d'énergie. On a perdu l'essentiel dans la transformation. Petit point sur l'ISL rapidement. Là, je l'ai rajouté là parce que je n'ai pas assez d'informations, mais je voulais vous rapporter un élément logique. Cette lixiviation, on va la chercher souvent avec des taux inférieurs à 0,01% du 235. Alors, je crois que c'est même pas du 235, c'est d'uranium naturel. Donc c'est encore plus bas pour lui, 235. Mais bon, simplifions en positif. On peut espérer extraire 1 gramme d'uranium 235 dans 10 000 litres d'eau au minimum. Pour la France, il nous faut 45 900 kg du 235 par an. Donc ça vous donne une idée du volume d'eau qu'il faut traiter. Voilà, c'est juste pour petite info. Quel genre de pollution de l'eau on fait en sous-sol. Bon, après, il y a des considérations variées. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur ce comparatif, alors c'est peut-être, je m'avance un peu par rapport aux preuves que je vous donne là, mais globalement, on va chercher le minerai, on utilise cette énergie, on utilise énormément de ressources et de volume pour faire du combustible concentré. Et après, ce volume, il n'est pas perdu, c'est pas du CO2 dans l'atmosphère, donc effectivement, ça ne fait pas de CO2, mais c'est un volume, une masse et un volume qu'il faut retraiter, qu'il faut stocker. Donc en fait, au niveau de la destruction des sols et de l'emprise au sol, on devient aussi proche de ce que fait l'industrie du charbon. Certes, l'industrie du charbon, c'est principalement de la mine et de l'usine. Après, ça s'en va dans l'atmosphère. Mais malgré tout, on n'a pas... c'est pas magique. On n'a pas décalé le problème. Tant que ça, on gère toujours autant. Je vous le montrerai plus tard, j'ai fait un petit calcul, vous allez voir, c'est sympa. Et sachant que plus le temps passe, plus le volume de déchets augmente. Stériles, solvants, matières contaminées, combustibles usagés. Le recyclage à long terme n'est pas possible. Les ressources acier, béton, U235 des stériles sont perdues. Il y a des choses qu'on ne peut pas recycler, des choses qui sont forcément perdues. Dans une centrale charbon, c'est pas le cas. C'est pas pour promouvoir le charbon, hein, c'est juste pour tempérer un peu l'ardeur. On n'a pas, c'est pas magique, d'accord. On a toujours le problème. C'est juste qu'à la place, on a moins de CO2. Et l'argument du CO2, il est d'ailleurs valable. Mais il est discutable, on va le voir, mais il est valable. Donc sur ce raisonnement-là, fabrication, démantèlement, entretien, installation et annexe, en termes de CO2, EDF nous dit qu'on a 49 kg de CO2 pour tout ça. Pour ces 11 467 kWh. Après, bon, il faut bien voir que historiquement, alors jusqu'en 2012, on en reparlera après, le combustible, l'enrichissement consommait 4 réacteurs d'électricité. Il y a du transport dans toute la France, il y a le retraitement, le stockage, le refroidissement sur le long terme. Toute la partie minerai, presque tout est au pétrole, c'est loin, il y a du transport, il y a de l'électricité carbonée. Et donc tout ça ferait 49 kg de CO2. Là, sur le coup, comme ça, je me dis, il y a quelque chose qui cloche.
Ça me paraît vachement optimiste, je trouve. Ça correspond, les 49 kg de CO2, ça correspond à 980 kWh d'électricité française, ou 60 kWh à l'étranger, ou 18 litres de carburant. C'est peu, on est d'accord. Sachant que, bon, bah, avant l'enrichissement, il était à 820 kWh. Il a changé après, on en reparle plus tard. Il y a déjà 30 kWh pour le traitement refroidissement, donc on prend un petit peu. Et puis à la mine, en CO2, on est déjà à 3,75 kg de CO2 pour l'électricité et 20 kg pour le diesel. Ça, c'est les valeurs moyennes de mine. Ça peut être... il suffit que votre mine soit à 10 000 km dans le désert. C'est pas compté en fait. Quand il parle de diesel, il parle des groupes électrogènes sur place et des manœuvres de chantier. Il parle pas de la base de vie des salariés. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas comptées. On va en parler après. Globalement, si on refaisait un petit comparatif, là, les 1000 kg de minerais, en masse, donc, correspondent à 7,5 barils de pétrole. Ces minerais qu'on déplace, on pourrait considérer que c'est le pétrole qu'on extrait. Pour faire l'électricité, là, les 11 467 kWh d'électricité, il faut 20,5 barils de pétrole. Donc l'écart est de 2,73. Donc le gain en poids est 2,73 fois moins lourd. Okay, passer par l'uranium, entre ce qu'on prend dans la mine et ce qu'on produit comme électricité, le rapport n'est pas non plus faramineux. Enfin, on n'est pas sur des 10 000, des millions, des 80 000, des tonnes et des machins. Vous voyez, c'est ça le rapport de masse. C'est presque le même rapport. Il y a un rapport volumétrique qui n'est pas très très loin non plus. C'est pas non plus hyper séparé. Si on prenait ces 7,5 bidons de pétrole, on aurait donc 12 750 kWh de chaleur, enfin d'énergie potentielle, soit, moyennant le raffinage, on peut faire 24 776 km en voiture avec un diesel moderne à 4,5 litres au 100, ça existe, des bons diesels qui transportent 4-5 personnes. Soit on produit 3927 kWh en centrale, et on peut faire 19 635 km en électrique, en consommant 20 kWh au 100. Alors il y a des voitures qui font ça déjà à la prise de courant, mais là c'est en incluant les pertes de transport et les pertes supplémentaires, donc on arrive sur pas tout à fait une Tesla mais presque. Oui. Donc vous voyez, on fait moins de kilomètres avec une voiture électrique en passant par une centrale qu'en passant directement par le thermique. D'accord ? Donc le rapport entre le diesel et l'électrique n'est pas évident sur le point énergétique. C'est vraiment la source d'énergie qui va être... le carbone de la source d'énergie qui va être déterminant. Ce n'est pas la quantité d'énergie elle-même. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait de passer par une centrale électrique plus un transport, plus une recharge de batterie, plus une décharge de batterie, le rendement est moins bon que d'avoir directement le rendement thermodynamique de la voiture. C'est important quand même à savoir, ça ne veut pas dire que c'est contre les véhicules électriques et tout, mais je reprendrai ça dans la vidéo sur les véhicules électriques. Et puis si on passait justement par la production nucléaire, eh ben on aurait 57 000 km avec le véhicule électrique. D'accord ? Donc on ne fait que doubler. Voilà, par rapport aux 24 000 de là-haut, en passant spécifiquement par le nucléaire. D'accord ? C'est pas non plus magique. Hein ? Ok ? C'est un petit point qui me paraissait intéressant. Bon, vous allez me dire, bah, Guillaume, t'es con parce que t'es 49 kg de CO2, tout ça, là, tu pars du principe qu'on est toujours avec de l'enrichissement par diffusion gazeuse. Or, ça fait depuis 2012 qu'on fait de la centrifugation. Et puis on recycle aussi le MOX et tout, donc ton calcul est faux. Ok, d'accord. Donc je l'intègre. Donc déjà, je remarque que ça fait 33 ans qu'on faisait avec 4 réacteurs. Okay, donc tout ça, c'est du CO2 qui a été produit pendant 33 ans et c'est assez récent qu'on a amélioré le truc. On ne l'a pas amélioré pour rien, c'est parce que le bilan carbone n'était pas ouf. On a intégré du MOX dans le combustible. Donc ça fait que on corrige un petit peu le bilan carbone. Je crois qu'on va en parler un peu plus loin. Mais avant, je dois vous parler de l'étude sur le CO2. J'ai préféré le faire dans ce sens-là avant de vous donner la réponse à ce petit schéma.
Donc j'ai regardé une étude d'EDF dont je n'ai pas la copie d'écran parce qu'il disait qu'il fallait pas le dire. Vous voyez, c'est la fameuse étude d'EDF il faut pas en parler. Alors j'ai relevé des bizarreries dans cette étude. C'est étude carbone d'EDF 2022. Je vais vous les lire. Il y a 88 pages, donc j'ai essayé de recentrer les bizarreries. L'étude est globalement pas trop mal, mais bon. Alors, les parties exclues de l'étude. Dans cette étude, l'usage du combustible usagé appauvri et enrichi, l'URE, le PU, le MOX, sont ni des déchets ni des ressources. Leur stockage est ainsi exclu, leur usage aussi. Donc l'usage, c'est ni en positif ni en négatif. Mais on n'en parle pas. On ne sait pas ce que ça fait comme impact de nouveaux déchets, nouveaux retraitements, nouveaux CO2. On n'en parle pas. Les déchets des mines n'ont pas de solution sur place et sont exclus. Ils ne savent pas quoi en faire, donc ils sont exclus. Ainsi que le transport des humains sur les sites et les flux administratifs en fonctionnement et de fonctionnement. Donc les sites c'est plutôt les sites en France. Vous savez, retraitement, usine, centrale. On exclut les déchets non radioactifs. C'est pas radioactif, on les exclut. Les contenants réutilisables, les outils et les véhicules n'entrent pas dans l'étude. Si vous avez un contenant qui permet de transporter un combustible et qu'il est réutilisé, il ne fait pas partie du cycle. Donc, il n'est ni fabriqué, ni recyclé, ni transporté, ni entreposé, voilà, il ne fait pas partie du cycle. Les véhicules, c'est pareil. Si les véhicules, la plupart des véhicules qui servent à transporter ne sont pas inclus dedans. La déconstruction exclut les outils et les humains qui y travaillent. Voilà, donc on parle que de matière. On parle pas, je crois que je le mets un peu plus loin aussi, on parle pas de ce qu'on fait avec les matières, quel outil on utilise. On utilise du béton, mais on n'utilise pas de bétonneuse. On utilise... Il y a des humains qui viennent travailler sur chantier, mais non, on compte que le béton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu simplifié. Le pré-traitement des déchets et les piscines de stockage ne sont pas pris en compte, sachant que ça représente 4771 MWh par piscine par an. Donc là, puisque le combustible usagé n'est ni un déchet ni une ressource, il n'est donc pas inclus dedans, donc c'est pas la peine d'inclure son pré-traitement en piscine. Donc ça ne fait pas partie du cycle. L'assainissement et le raccordement au réseau du site de Cires sont négligés. C'est un site de stockage qui fait je ne sais plus combien d'hectares. Il part du principe que ce lieu-là n'a pas de raccordement puisque c'est censé être inerte. Donc on compte pas. Il y a pourtant un système d'assainissement, d'écoulement des eaux, vous savez, il faut faire attention à tous les affluents, mais tout ça, c'est pas pris en compte. En gros, on les a fait, mais c'est pas pour les sites de stockage. On les néglige. Tous les transports sont estimés avec un forfait kilométrique. C'est d'ailleurs souvent 500 et 600 km. Donc, quand on traverse la France à 900 km, on les compte pas. Alors, je doute pas que ce soit pas une moyenne plausible, mais c'est pas justifié. Enfin, j'ai pas vu de justification. Et il compte le transport, il compte pas le retour du véhicule. Véhicule à vide, qui pourtant, et c'est là qu'il y a le plus de CO2 par rapport au transport, c'est pas compté. Ça fait quasiment doubler le bilan. Mais c'est pas compté. Si les déchets standards sont traités ailleurs, comme par exemple par la commune, ils sont pas comptés. Ou alors ils sont forfaitisés. C'est simplifié. Les étapes de retraitement en Russie et au Royaume-Uni sont négligées. Bah oui, parce qu'on en retraite aussi autre part. Alors peut-être plus depuis la guerre à cette époque-là, c'était 2019, mais c'est négligé. Le retraitement chez les autres n'existe pas. Quasiment. En gros, je crois qu'il est considéré comme étant fait en France. Simplification des données. Sur la base d'hypothèses, des chiffres issus du logiciel EcoInvent, c'est un logiciel suisse qui s'occupe du charbon, du pétrole, enfin il y a vraiment beaucoup de choses dans le logiciel, mais en tout cas on se sert surtout de ce logiciel. Donc ils sont simplifiés à partir de ce logiciel, ou alors on crée une enveloppe fourre-tout. Voilà. Où on trouve l'impact des déchets. On crée une enveloppe en disant ça doit être dans cette fourchette-là. Voilà, on va l'inclure dedans. De manière... c'est pas que c'est pas étudié, c'est certainement des bons choix, mais voilà, quand on fait un impact carbone, on compte des trucs. Là, ça fait beaucoup de choses qui vont pas être comptées, quoi. Si les volumes d'intrants et sortants sont inférieurs à 100 tonnes ou inférieurs à 0,310 moins 10 puissance 6 kg de CO2 par kilowattheure, on simplifie. Donc si l'impact sur le kilowattheure final, alors déjà ça veut dire qu'on connaît déjà toute la chaîne,
sont inférieurs à ça, eh ben on simplifie ou on supprime. Donc, tout ce qui va être inférieur à ça, on va faire ça. Les bases carbone de l'électricité sont estimées sans données à l'étranger et basées. C'est-à-dire que dès qu'on a une consommation d'électricité à l'étranger, on ne sait pas trop ce que ça fait comme carbone. On utilise des chiffres standards qui sont eux-mêmes peut-être litigieux, vous savez, comme en France. Ils sont donc estimés. Et on va systématiquement prendre la base la plus bas en taux carbone pour la France, c'est-à-dire 0 g pour les ENR et le nucléaire uniquement sur les combustibles. Donc en fait, on part du principe qu'on n'a pas de CO2 sur le nucléaire pour l'inclure dans le système. Donc toutes les consommations internes, toutes les consommations d'enrichissement, tout ce qui va être inclus, ça va être du zéro, ou en tout cas du très faible. Voilà, donc ça se mord la queue un peu. Les matériaux semblent compter, mais l'énergie nécessaire, mais pas l'énergie nécessaire à leur mise en œuvre. Bah oui, voilà, si vous avez une carte électronique, vous avez de la matière, mais vous n'avez pas d'énergie nécessaire pour la mise en œuvre. Donc, tout ça, c'est pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de conversion. Voilà, c'est magique, c'est-à-dire qu'il y a de l'acier, il y a du plomb, il y a tout ça, mais il n'y a pas de travail. Le travail n'existe pas. C'est-à-dire que tout ce qui a été apporté par notamment le pétrole, toute cette pollution qui a été apportée pour fabriquer, n'est pas comptée, ne compte que la matière. C'est une manière simple de compter. Alors les valeurs non prises en compte, si l'impact sur le CO2 est inférieur à 13%, 13% du CO2 déjà calculé avant, donc si on estime que c'est 4 grammes, bah, si c'est inférieur à 13% de ces 4 grammes, on ne les compte pas, ou alors il est négligé. Comme par exemple le cycle du MOX qui est à 0,08%, ou la défluoration du combustible, parce qu'il faut le fluorer puis le défluorer. Le gaz fluoré est un gaz à effet de serre, pour info, qui est a priori impact pour 0,7%, donc c'est pareil, on les néglige, en tout cas d'après le rapport. Les valeurs sont fournies par EDF, donc le EDF fournit lui-même ses valeurs pour calculer son impact carbone par son service R&D. Si elles sont inexistantes, elles sont estimées par Ecovent, et les données de mine sont inconnues et estimées parfois corrigées par EDF, plus ou moins 8%. Donc en fait, on a très peu d'infos. L'enrichissement et la fabrication du combustible aux USA et au Royaume-Uni sont négligés et assimilés comme si c'était fait en France, sans transport, avec le mix énergétique français, toujours le même fameux cycle énergétique. CIGEO est simulé à partir de l'exemple suisse, donc une simulation qui doit à mon avis être pas trop mauvaise. Et sinon, il n'y a pas d'étude d'impact environnemental sur les déchets considérés comme sûrs, donc tout ce qui est confiné. Dès que c'est confiné, dès qu'on a fait en sorte à ce qu'ils soient confinés, ils sont sûrs, donc il n'y a pas d'étude d'impact. Il n'y a donc pas de désagrément ou de CO2. Pas d'étude d'impact sur la biodiversité ou l'occupation des sols, parce qu'à la construction des centrales, ça n'avait pas été fait, donc ils ne l'ont pas inclus et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas étudié ce que ça a fait lorsque ça a été construit. On ne sait pas. Pas d'étude d'impact sur la toxicité humaine, donc les cancers et tout ça, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas d'étude, donc on ne l'inclut pas. Pourtant, on en parle bien régulièrement, qu'il y a des problèmes, on l'a vu tout à l'heure, il y avait des tableaux, mais c'est pas inclus. Ensuite, l'étude annonce que les résultats ne sont pas indiscutables et c'est une base de travail. Pourtant, c'est bien les valeurs qui sont prises officiellement partout pour comparer cette énergie. Donc c'était un peu là où je voulais en venir, notamment au niveau du CO2, que c'est bien de vérifier d'où viennent les chiffres. Alors si on reprend mon fameux truc de tout à l'heure là, alors j'ai converti, j'ai modifié mon enrichissement parce que maintenant on est par centrifugation et plus par diffusion gazeuse au niveau de l'enrichissement d'uranium. J'ai rajouté le recyclage du MOX qui est actuellement de à peu près 11%, 10-11%. J'ai corrigé la quantité d'électricité produite. J'ai rajouté l'électricité économisée, et donc on s'est retrouvé avec le cycle étudié réellement par EDF, avec ses 4 grammes de CO2, on est à 58 kg de CO2, et un rendement du coup qui est de 26% entre le combustible et l'électricité, 18% entre le YOKEK et l'électricité, et au niveau de la mine, on est à 8,56%. Dans un cas un peu exceptionnel, c'est si on a un minerai qui est concentré à 20%, c'est-à-dire par exemple au Canada. Du coup, on aurait 500 kg de minerai. Je me suis peut-être trompé là, c'est 500 tonnes.
c'est pas 500 kg, j'ai dû faire une erreur, c'est 500 tonnes. Pour 10 kg d'uranium, oh non, ça doit être ça. Avec 72 grammes d'uranium 235, soit 158 000 kWh. D'accord. Comme on a une concentration plus forte et qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir peu de pertes dans la première conversion en concentration pour faire le yellow cake, ben on a un meilleur rendement, mais on est toujours à 8%, on est à 8%. Donc c'est le cas exceptionnel, ça. D'accord. On peut augmenter encore un peu en recyclant encore une fois le MOX. Mais globalement, on n'est pas non plus sur des trucs, comme dirait mon collègue, c'est pas foufou, quoi. C'est pas 33%, quoi. Alors, pour relativiser les calculs, j'ai fait deux autres estimations. J'ai fait un premier calcul rapide, donc voilà, j'ai pris. En 2023, la France a produit 320,4 TWh d'électricité nucléaire. En moyenne, elle a consommé 8500 tonnes d'uranium, parce que c'est un peu tout le temps la quantité qu'ils prennent, même s'ils doivent en stocker, ils nous disent pas réellement ce qu'ils ont consommé dans l'année. D'uranium naturel, pour faire 1000 tonnes d'uranium enrichi, on a 110 tonnes de MOX, 11% donc en monorecyclage réel. On a donc produit 0,3 TWh par tonne d'uranium enrichi, ou 320 kWh par gramme d'uranium enrichi, ou 37 kWh par gramme de yellow cake, soit un rendement de 23%, ou 7,29% à partir des ressources minières. Bon. Vous voyez, on retrouve un peu les pourcentages que j'avais tout à l'heure. Il manque l'information sur l'ISL. Il y a des petites variations dues au relevé décalé de 4 ans, parce qu'en fait le combustible il reste 4 ans dans les réacteurs et on ne recharge qu'une partie. Et donc les 1000 tonnes, c'est une partie, mais ça correspond à 100% de ce qu'on renouvelle par an. Vous voyez, donc c'est bien la consommation annuelle, mais au départ on doit en avoir 4 fois plus pour que les réacteurs fonctionnent. Mais là, le calcul est bon quand même, c'est juste qu'il y a des petites variations d'une année sur l'autre, il peut y avoir des moyennes, et des variations de consommation électrique, et des variations sur l'enrichissement. Donc on peut avoir des petites fluctuations. Si je fais un autre calcul simplifié à partir des informations d'Orano, donc voilà, 1000 tonnes d'uranium enrichi à 3,5%, sachant que des fois c'est à 4, hein, mais bon, ça dépend. Contient 37 tonnes d'uranium 235. La production totale de chaleur en centrale est de 537 TWh. L'énergie contenue dans le combustible est de 840 TWh. La production d'électricité totale faite avec ça est de 177 TWh, en tout cas pour cet exemple-là. La perte d'énergie est donc de 663 TWh sans retraitement, soit un rendement de 21% à partir du combustible. Il faut 61,2 tonnes d'uranium 235 pour fabriquer le combustible. L'énergie contenue dans cet uranium naturel est de 1389 TWh. Le rendement est donc de 12,7%. Il faut 51 000 tonnes d'uranium 235 pour fabriquer le yellow cake, soit 42 860 TWh. Ça fait un rendement de 0,41%. Si on vérifie avec... Tiens, j'ai enlevé une partie en bas. Si on vérifie avec ce que j'avais tout à l'heure, on est 21 par rapport à 21,8 et 17 par rapport à 19,35. Voilà, ça fait une nouvelle vérification avec d'autres valeurs un peu simplifiées et on tombe sur le même ordre de grandeur. Donc ça me confirme un peu ma façon de faire. Parmi les informations qu'on a, donc là c'est une information Wikipédia, sur les cycles nucléaires, donc pour 1 gigawatt par an, sur les REP, c'est les centrales qu'on a nous en notre possession, un enrichissement de 3,6%. On a la liste des déchets et combustibles. Vous voyez, taux de combustion, résidus miniers, résidus de concentration, déchets de conversion, uranium appauvri, déchets de fabrication, combustible irradié. Donc vous voyez, on est quand même sur des milliers, pas tout à fait des millions, mais des milliers de tonnes. C'est de la tonne et des mètres cubes. Donc c'est vraiment... ça confirme un peu les valeurs. Donc si je rapporte ça au parc nucléaire français, par rapport aux 61,4 gigawatts qu'on a et les 361 TWh par an. Je me suis basé sur la dernière année, mais on peut être à 400. Sur les 40 ans de production qu'on aurait, théoriquement, avec notre parc actuel, on aurait donc 14 440 TWh d'électricité de produit, 34 000 tonnes d'uranium naturel en yellow cake à s'approvisionner, 70 732 tonnes de combustible irradié, 444 536 tonnes d'uranium appauvri, 356 120 tonnes de déchets de conversion solide, conversion c'est au niveau du yellow cake, 3 300 864 mètres cubes de déchets de conversion liquide. Vous voyez, pour convertir, il faut du liquide,
et c'est du déchet, donc c'est quand même beaucoup. 270 160 000 tonnes de résidus de concentration, pareil, toujours vont faire le Yellow Cake. 1 326 240 000 tonnes de résidus miniers, donc c'est avant le Yellow Cake, dans la mine. On a surestimation 13 000 hectares de mines. Il y a plein de choses que je n'ai pas comptées et je ne connais pas toutes les mines. Il y a peut-être des mines plus grandes que d'autres, mais c'est une moyenne. 3 920 hectares au niveau des centrales et usines, c'est une moyenne pour la France. Il y a certainement des sites en plus qui ne sont pas considérés pour la production d'électricité. Donc ça fait quand même des surfaces. Hein. Et si on le rapporte, pas au kilowattheure, parce que les valeurs ne sont pas faciles à appréhender, mais par rapport à une maison sur 40 ans, parce que là on a fait une calcul sur 40 ans, une maison sur 40 ans qui consommerait 15 kWh par jour, ça fait donc 219 000 kWh, dans l'hypothèse où c'est nucléaire bien entendu, hein, après on pourrait pondérer avec le pourcentage nucléaire si on veut, bah, ça nous fait 24,2 tonnes de déchets et une emprise au sol de 2,6 mètres carrés. Alors je vous invite à voir l'incohérence entre les tonnes de déchets et les mètres carrés. Vous verrez, enfin moi ça me fait dire, alors les déchets sont confirmés, mais les mètres carrés, comment on fait pour inclure les centrales, les stockages de déchets et les mines avec juste 2,6 mètres carrés. Donc il doit manquer du mètre carré quelque part. Mais vous imaginez que vous avez votre maison, votre jardin, et vous savez que tous les 40 ans, vous perdez au minimum 2,6 mètres carrés de votre jardin sur des siècles pour gérer 24,2 tonnes que vous aurez dans votre jardin, bien entendu, pour vous. C'est pour vous donner l'impact que ça a. Voilà, c'est pour que ça vous donne une idée. Okay, et je suis persuadé que les 2,6 mètres carrés sont très sous-évalués. C'est de la moyenne. Hein, d'accord ? Alors, si on rapporte tout ça par rapport au cycle, alors je vous ai fait un truc un petit peu... Je vais vous le lire, parce que c'est vrai que ça ne doit pas paraître très, très, très gros sur votre smartphone, si vous êtes en smartphone. En gros, qu'est-ce que c'est que ce calcul ? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des calculs de charge dans les supermarchés. Combien de fois on porte une charge, combien de fois on déplace quelque chose, un produit, avant de l'avoir chez nous. On le porte plein de fois en fait. C'est un peu le calcul qu'on a quand on a sur la pénibilité du travail. Où on dit qu'il ne faut pas porter plus de temps pendant le nombre de fois. Et bien là c'est un peu pareil. On nous dit que l'uranium il est léger et que on a beaucoup d'énergie dans ce combustible, mais en fait on a transporté plein de fois le combustible, plein de fois les minerais, plein de fois les choses. À chaque fois on a déplacé 2 fois. Puisqu'on extrait une petite quantité d'uranium dans du minerai, bah, on a d'abord extrait le minerai, puis après on l'a retransporté pour le mettre à un endroit où on le stocke. Donc on l'a bien transporté. Comparé au pétrole, où une fois qu'on l'a extrait, on le met en bidon et on le transporte quasiment une fois. En fait, sur chaque étape, il va être transporté lui-même, mais on ne va jamais revenir en arrière. On ne va pas revenir sur cette étape. Alors que là, on revient plusieurs fois sur les étapes. Donc j'ai eu envie de faire un petit calcul de tonnage par kilowattheure. C'est rigolo. Donc j'ai pris les 5 666 000 tonnes d'extrait, les 5, enfin oui, les déposés, les 8 500 tonnes concentrées. Donc c'est par kilowattheure sur un an. Hein. Là c'est sur un an. Les 120 tonnes de MOX stockées, les 120 tonnes de MOX retraitées, restockées, les 1000 tonnes d'uranium usagé à traiter, les 50 tonnes à vitrifier, stockées, les 440 tonnes à refroidir, à stocker, à retraiter, les 830 tonnes de déchets à stocker à nouveau, les 110 tonnes en combustible à retraiter et à stocker, les 7500 tonnes à retraiter, les 800 tonnes en combustible à nouveau, les 670 tonnes à retraiter et à stocker. Et en gros, j'ai calculé que pour 1300 tonnes utiles, en recyclant 2 fois le MOX, 1300 tonnes utiles, dans le meilleur des cas, on a déplacé 5 776 307 tonnes de matière. On l'a déplacé sur des distances plus ou moins grandes, pas forcément du début à la fin, on n'a pas été chercher la mine pour vous la mettre dans la centrale, mais elle a été déplacée quand même, on a été obligé de déplacer, il y a du travail de fait pour ça. Ça représente 2,85 kg par kilowattheure. Je trouve ça beaucoup. Mais c'est un exercice de pensée, si vous voulez. Ça permet de voir
la masse qu'on est obligé de déplacer pour réussir à avoir cet uranium. Il ne faut pas se contenter de voir ce qu'il y a dans le réacteur. Pour faire 1 kWh avec du pétrole, on aurait déplacé 0,26 kg. C'est le poids du baril de pétrole avec son énergie et son raffinage, bien sûr. J'ai compté les pertes. 10 fois moins. On déplace 10 fois moins de matière pour faire de l'électricité avec du pétrole qu'avec de l'uranium. Alors je peux m'être trompé dans les calculs, mais 10 fois moins, j'ai une petite marge. Vous voyez, petite marge. Donc sur cet aspect-là, on a l'aspect rendement, on a l'aspect masse, on a l'aspect CO2. Il y a quand même quelque chose à faire, vous voyez. Alors, j'ai vu passer ça chez Orano. 1 gramme d'uranium produit plus de chaleur que la combustion d'une tonne de pétrole. Alors moi j'ai regardé, une tonne de pétrole produit 12 600 kWh de chaleur. 1 gramme de combustible, parce que là on parle bien de combustion, produit 556 kWh. Je suppose qu'il sous-entendait qu'un gramme d'uranium potentiellement pouvait produire un gramme d'uranium 235 à 100%, enrichi, fusionné jusqu'au bout, comme dans une bombe, pouvait produire 24 000 kWh, peut-être. C'est possible. Mais on parle pas de ça, là. On parle pas de ça, on parle bien d'un gramme d'uranium en tant que combustible. D'accord? Donc on est loin. Premier fake. J'ai vu aussi un assemblage combustible, c'est 264 crayons. Chaque assemblage permet d'alimenter une ville de 100 000 habitants. Ça, je ne l'ai pas calculé, peut-être. Et avec 1 kg d'uranium enrichi, on produit autant d'énergie que 170 tonnes de charbon. Alors je suppose que quand on parle d'uranium enrichi, c'est le combustible, c'est ce qui sort après les cakes, ce qui sert pour faire le combustible. Donc on parle bien de combustible. Donc moi j'ai calculé, 170 tonnes de charbon, c'est 1 142 400 kWh. 1 kg de combustible, c'est 556 000. Donc c'est 2 fois moins en fait, plus, enfin c'est pas autant. Enfin non, là j'ai pas réussi à retrouver un équivalent en me disant bon ils ont peut-être pris l'uranium 235, ils ont peut-être pris sous les conditions machin. J'ai pas trouvé l'erreur. Là c'est juste une erreur. Il y a pas de, ils sont pas trompés d'équivalence. J'ai vu aussi l'enrichissement. À ce stade, 1 kg d'uranium naturel composé de 993 g d'uranium 238 et 7 g d'uranium 235. C'est-à-dire pas grand-chose, mais admettons. Seul l'uranium 235 est fissible, mais il n'est pas en proportion suffisante pour être utilisable dans les réacteurs de centrales. L'uranium doit donc être enrichi jusqu'à 30 ou 50 grammes. Donc à 3 ou 4%, jusqu'entre 3 et 5%. Une fois enrichi, l'uranium est transformé en poudre noire, comprimée et cuite au four. Elle donne des petits cylindres de 7 grammes de 1 cm de long appelés pastilles. Chaque pastille peut libérer autant d'énergie qu'une tonne de charbon. Donc pareil, j'ai pris 7 pastilles de 7 grammes à 3,5%. Ça me fait 5866 kWh. Mais en réalité, on peut en utiliser que 3892 dans le réacteur. C'est pas possible d'en utiliser plus que 2 tiers. C'est pas possible. Et une tonne de charbon, en centrale, ça va être 6720 kWh. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, je dirais. C'est un peu tiré par les cheveux. Il y a presque 1 fois 2. Je trouve ça un peu dommage. ITER. Putain, vous y attendiez pas à celle-là. Putain, il va parler d'ITER, le con. C'est pas que je vais parler d'ITER. C'est que on nous parle de surgénération et de possibilités de refabriquer du combustible, d'avoir un truc un peu autoporté, on va dire. Alors sur le surgénérateur, je pense que oui, je pense qu'ils pourront le faire, parce que ça se fait déjà un peu. C'est encore à développer, même si ça fait 50 ans qu'il y a eu des tests. Mais on nous parle aussi, quelque part, dans les documents, de ITER, en nous disant, voilà, on va réussir à faire quelque chose d'infini, de surnuméraire, de surgénération, de dingue. Je voulais juste placer ma bille dans l'engrouage, dans le truc. Alors, de ce que je sais, de manière un peu simplifiée, en prenant un peu de recul, ITER permettrait, à terme, en tout cas en théorie, mais après, admettons en pratique, on est loin, mais admettons, de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Sauf que
Alors elle consomme du thorium, bon, on va négliger cet apport de thorium, on va le négliger, on va dire qu'il n'y a pas de combustible. Vous voyez, déjà je simplifie. On va consommer de l'électricité, qui vient souvent d'une centrale nucléaire à côté, donc avec un rendement de 33%. Même si ce n'était pas nucléaire, ça serait le charbon et tout ça, ce serait le même rendement, parce que c'est le rendement de conversion de la centrale. Et on va fournir cette électricité, et dans les calculs, ils disent il faut que ça produise plus d'énergie que ce qui a été consommé. Sauf que ça sous-entend, enfin ça veut dire en réalité que ça doit produire plus de chaleur en quantité de kilowattheure que d'électricité en quantité de kilowattheure qui a été consommée. Vous voyez où est le beans? Mais cette chaleur, après, il faut la reconvertir en électricité. On est d'accord. Aujourd'hui, notre rendement, il est de 33% pour reconvertir en électricité. Peut-être 35%, allez, en tirant par les cheveux. Donc, on consomme une énergie en chaleur, le triangle d'origine. On va perdre de l'énergie pour obtenir 33% d'électricité. On doit reproduire de la chaleur et on repère de l'énergie pour avoir 33% d'électricité. Et cette électricité doit être injectée pour remplacer l'électricité précédente. Vous voyez le beans ou pas? Ça veut dire qu'il faudrait qu'ITER ait un rendement de 303%. Et qu'il faudrait en plus refroidir. Tout ça, les flèches bleues, il faut refroidir. Parce que là, on a de la perte de chaleur. Il faut refroidir quelque part. C'est inclus dans les 33%. Donc il faut qu'ITER soit supérieur à 303% de rendement pour commencer à produire le premier watt. Mais je veux bien. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste qu'il faut le garder à l'esprit. Pour l'instant, je crois qu'on est à 2 pendant quelques secondes. Bon, admettons. Il faut produire 303% de l'énergie pour que derrière, on réussisse à produire de l'électricité. Et donc cette électricité, il faudra la comparer au thorium et à toute la machinerie technique qu'on a mis en œuvre, tout le schmilblick qu'on a mis en œuvre pour maintenir cette situation. Voilà. Je pose ça là. Voilà, c'est pour foutre le bordel. C'est comme si on avait une PAC. Vous voyez, j'en profite pour rajouter un petit truc. Vous voyez, quand on a des centrales, qu'on a une pompe à chaleur pour faire de la chaleur, soyez au courant qu'il faut que votre PAC fasse au moins 303% de coefficient. C'est même pas un rendement, son rendement est beaucoup plus faible, de coefficient de conversion, puisque l'énergie vient soit de l'air, soit de la terre. Le coefficient de conversion doit être d'au moins 303% pour qu'on n'ait pas de perte entre le combustible qu'on a mis en centrale et la chaleur qu'on a mis dans notre maison. Sinon, c'est autant avoir une chaudière fioul. Ou gaz, ou bois. Voilà, je pose ça là. Ça va m'attirer la foudre, ce truc. C'est dingue. Alors, avec des petites fautes que j'ai pas pu corriger. Dans ma conclusion, donc moi je trouve que le bilan carbone est orienté et minimisé, voire inconnu. Ça a l'air d'être une façon de... inconnue. Voilà. C'est une bonne base de travail, hein, c'est bien. On va dire que c'est le minimum. On peut pas dire que c'est celui-là, il faut dire que c'est le minimum. Les définitions et classements des énergies et combustibles sont injustement favorisantes envers le nucléaire. Globalement, les définitions même ont été pensées comme ça. Il y a un gaspillage massif en termes de ressources primaires. C'est énorme comme gaspillage. Il y a une croyance que l'uranium est disponible partout, parce que c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une concentration suffisante pour l'exploiter. Les ressources sont sous contrainte et peu maîtrisées. Ça, c'est vrai, parce que de plus en plus, on va avoir des problèmes de ressources à ce niveau-là. La complexité de l'industrie nucléaire est au moins égale à celle du pétrole, qui elle, produit environ 120 grammes de CO2 par kilowattheure, hors combustible. En gros, ce que je veux dire, c'est que la machinerie qui est mise en place pour produire de l'électricité à partir du nucléaire, la machinerie en dehors du combustible, les centrales, ce sont des centrales à vapeur. Okay, c'est de ça que je parle, cette machinerie-là. Pas le réacteur nucléaire en lui-même, la centrale à vapeur, avec donc toute l'industrie qui va avec pour faire ça, c'est au moins équivalent à une centrale à pétrole. Une centrale à vapeur alimentée par du pétrole. Qui, elle, dans son fonctionnement, est à peu près à 180 grammes de CO2 par kilowattheure. Et même si c'était 2, on s'en fout. Il y en a un, il y en a bien un. Donc, hors combustible. Donc, il faudrait au moins l'intégrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait au moins l'intégrer.
L'impact sur l'environnement et sur la santé sont presque ignorés. Donc là, il n'y a jamais eu de problème, il n'y en aura pas. Donc à partir du moment où on ignore tout, évidemment que toutes les études qui vont en découler vont en déduire qu'il n'y a pas de problème. Ça me paraît logique. Si les bases partent du principe qu'il n'y a pas de problème, tous les calculs qui en découlent vont dire qu'il n'y a pas de problème. Bon, je voulais pas trop m'avancer là-dessus, mais bon, voilà, c'est ce que je remarque. Les bénéfices du domaine nucléaire hors énergie sont associés à l'énergie. Ah ouais, c'est vrai, je vous ai pas mis les petites copies d'écran. Sur les pubs d'Orano et tout ça, ils nous disent, bah voilà, on fait des recherches en mer grâce au nucléaire, parce que bah, effectivement, il y a des sondes radioactives avec des radionucléides pour suivre le déplacement du Gulf Stream. On irradie des aliments, on fait de la radiothérapie contre le cancer. Mais en fait, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la production d'électricité. Pourquoi tout ça, c'est amalgamé en mode, regardez, le nucléaire, c'est bien, on fait ça. Non, mais... On parle de l'énergie, d'accord. Dans ce cas-là, si on inclut ça, il faut inclure la bombe nucléaire. Il faut l'inclure. Non, mais sérieux, il faut l'inclure. Si on inclut, on sauve des vies avec le nucléaire, il faut inclure, on détruit des vies avec le nucléaire. C'est logique. Donc si on l'exclut, si on arrête de dire ah, le nucléaire il fait ça, non, c'est la radioactivité, Marie Curie, tout ça a été bien, tout ça a été découvert avant qu'on fasse des centrales nucléaires. Les bombes ont été découvertes avant qu'on fasse des centrales nucléaires. Donc non, il ne faut pas l'inclure. Tout ce bénéfice ou ces problèmes ne sont même pas à inclure. Si on les inclut, on inclut tout. Et dans ce cas-là, il faut prendre toute l'histoire du nucléaire. Et on n'a pas fini l'histoire du nucléaire, il peut en arriver d'autres. Donc si on prend que la partie production d'énergie, il ne faut pas inclure tous ces bénéfices annexes qui n'ont rien à voir là-dedans. Pourquoi on fait ça? C'est bien pour se faire bien voir. Enfin, ok, je vois pas pourquoi. Enfin, le faire, c'est tellement gros que c'est contre-productif. Le principe de sûreté semble exclure tout risque, toute prise en compte des risques. Alors ça, oui. À partir du moment où ils ont mis une sûreté en place ou qu'ils ont confiné, il n'y a pas de risque. Donc, on n'en prend pas en compte. Donc, les risques ne font pas partie des risques CO2, des risques d'impact. À aucun moment, on a de fuite de thorium, de radium, de tout ça, ce qui s'en va dans l'eau par inadvertance, tout ça, ça ne fait pas partie des calculs. Tous les accidents, vous voyez, tous les trucs qui se passent avec les rejets, même les rejets autorisés par la préfecture au niveau de la Hague ne sont pas inclus. Ce que ça implique derrière comme destruction, et qui donc va créer un problème de CO2 ou de gaz à effet de serre, n'est pas inclus. C'est dommage. Le prix du combustible et des infrastructures sont largement subventionnés et déconnectés du coût réel du secteur. Oui, parce qu'on est sur de l'investissement massif. La plupart des combustibles sont faits par des grands contrats avec les anciennes colonies. Mais globalement, si on devait le gérer comme une entreprise, bah, il faudrait exclure... il faudrait inclure tous les frais militaires, inclure tout faire avec les prix en bourse et tout, et on n'est pas prêt. De dire que le nucléaire est moins cher, on n'est pas prêt. Je pense pas que c'est comme l'aviation avec les subventions. Après, on a le droit de favoriser cette énergie, hein, comme on aurait pu le faire pour le solaire ou autre, ce qu'on n'a pas fait, hein, on n'a pas vraiment fait, c'est pas jusqu'au bout. Bon, on a favorisé le nucléaire, ok, très bien. Pourquoi pas? Mais de dire que c'est le moins cher, c'est faux. C'est faux. C'est tout simplement faux. Le recyclage et les promesses de surgénération sont largement surévaluées. Alors oui, pas que ça marche pas, mais on nous dit souvent que le stock d'uranium appauvri qui va servir dans ces nouveaux générateurs, c'est tout ça, le combustible. Non, il faut le retraiter, il faut à nouveau refaire un combustible avec un pourcentage adapté, et après on pourra surgénérer, mais en fait c'est surévalué un petit peu. C'est pas magique, à nouveau. On peut faire une filiale avec quelques réacteurs qui vont exploiter et réduire une quantité de déchets, mais en créer d'autres. Voilà, en créer d'autres, parce qu'en fait, la matière, elle reste. Vous voyez, c'est plus de l'uranium, mais ça devient autre chose. La matière reste, et le déchet ne disparaît pas. L'énergie est mieux exploitée, donc il y a moins d'énergie dans le déchet. Il est toutefois plus radioactif, donc on augmente le volume de déchets fortement radioactifs, mais on baisse la quantité d'énergie qu'il y a dedans. Donc a priori, ils sont censés être... Il y a moins d'énergie à dissiper sur le long terme, donc ils devraient durer moins longtemps. Enfin, après, c'est une théorie. Donc, c'est surévalué. Voilà, ça ne faut pas en faire tout un pataquès non plus. C'est bien de l'avoir, et d'ailleurs, on aurait dû l'avoir depuis longtemps, mais ça peut surévaluer. Seul subsiste l'intérêt de délocalisation de la pollution, puisqu'en fait, la pollution par la poussière,
Parce que quand on est dans une mine, on concasse, on fait de la poussière. Avant le minerai, il n'était pas inerte, mais il était dans son environnement. Après, on a une poussière qui est soluble dans l'eau, en tout cas qui peut se disperser dans l'eau, et qui peut être respirée, et qui peut être volatile. Donc du coup, on crée une pollution radioactive, en l'occurrence, autre part. Hein, on en a en France actuellement, mais on en a dans d'autres pays, qu'on a troqué contre une pollution de poussière de combustion et de CO2. Il faut savoir ce qu'on veut. On a troqué un truc visible et quantifié contre un truc invisible et inconnu. La diminution des gaz à effet de serre, elle est réelle à mon avis par rapport à du charbon évidemment, par rapport à d'autres trucs, par rapport à du solaire je crois pas, mais par rapport en tant qu'énergie considérée pilotable tout ça, si bah si on lui mettait 50 grammes ça mangerait pas de pain, vous voyez, ce serait bien de le savoir. Et la faible prise au sol apparente. Alors oui, pour les centrales et les centres de retraitement, effectivement, l'emprise au sol n'est pas très grande. Et pour comparer, ça serait un peu, faudrait aller jusqu'au bout. Par exemple, si on comparait une éolienne, il faudrait comparer aussi avec la matière et l'emprise des mines qui correspond à cette matière. Enfin oui, faudrait faire l'équivalent. Mais à mon avis, elle reste positive dans le cas du nucléaire, mais tout de même, le gaspillage est assez flagrant. Aussi, sa complexité industrielle semble être un atout d'exclusivité. Donc, en fait, plus c'est dur d'affaire du nucléaire, plus c'est réservé aux élites et aux riches. Donc, c'est un peu comme ça que c'est vu. Donc, c'est un peu pour ça aussi, je pense que c'est fait. Que ça permet d'avoir l'exclusivité sur ces ressources-là. Que tout le monde n'aille pas chercher l'uranium. D'où la non-prolifération, entre autres, que ce soit pour les bombes ou pour le... Bon. Voilà, je pense que c'est cet aspect-là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ne pas avoir été trop virulent. C'est vrai que c'est pas facile d'essayer de critiquer quelque chose sans être trop négatif. Je pense que j'étais plutôt interrogatif dans la vidéo. Et puis des fois, je me rends pas forcément compte si je suis négatif ou si je suis méchant. Bon, je pense que vraiment que c'est une industrie suffisamment grosse et puissante pour que ma vidéo ne les inquiète pas, si vous voulez. Je pense. C'est juste de la lecture en fait que j'ai fait. C'est de la surlecture avec les chiffres pour expliquer. Si on cherche, on les trouve ces chiffres. Voilà. À bientôt.